Au début de cette histoire, nous découvrons une métropole futuriste où une jeune femme aux cheveux roses est poursuivie par une menace inconnue. Durant sa fuite, elle reçoit un message de quelqu'un qui veut savoir si elle a réussi à obtenir la clé. Elle confirme que oui. Cependant, sa tentative de fuite est interrompue par des robots armés, qui finissent par la blesser à la jambe. Malgré cela, la jeune fille active une capacité qui la rend invisible, lui permettant d'échapper aux assaillants. Arrivée à la sortie, elle remet la clé à un petit robot qui l'attendait anxieusement. À ce moment, l'un des robots à sa poursuite apparaît, mais sa tentative d'attaque est stoppée par un imposant Mecha, un allié de la jeune fille. Cette interférence lui permet de s'enfuir. Cependant, le robot tire des missiles qui touchent la jeune femme, la blessant gravement et la faisant tomber du pont. Pendant ce temps, Shu, le protagoniste, est dans le train en route pour l'école. Peu après, son meilleur ami le rejoint pour le saluer, et au cours de leur conversation, Shu remarque la présence de nombreux soldats dans les rues. L'ami explique que, selon les informations, une attaque terroriste a eu lieu la veille, ce qui a entraîné une importante mobilisation des forces militaires dans le centre-ville. Plus tard, Shu arrive à l'école et se souvient que, 10 ans plus tôt, un virus avait déclenché une pandémie dans la ville japonaise, causant d'importants dégâts au pays. De ce fait, il a fallu établir une coopération avec d'autres nations pour surmonter la crise, laissant le Japon dans une position de dépendance vis-à-vis de ces pays pour maintenir sa stabilité. Après l'école, Shu se rend dans ce qui semble être une maison abandonnée, située dans une zone interdite de la ville. En arrivant, il trouve la fille aux cheveux roses et est surpris par sa présence. Effrayée par Shu, la fille regarde le petit robot l'attaquer, le projetant au sol et faisant tomber sa nourriture. Face à cela, la fille tente de se cacher. Shu réalise alors qu'elle a faim et lui offre un peu de sa nourriture. Alors qu'ils partagent la nourriture, Shu essaie de lui parler, la reconnaissant comme une chanteuse d'un groupe célèbre. À ce moment-là, la jeune fille révèle son nom, Inori, et demande à Shu d'emmener le robot à un endroit précis de la ville. Alors qu'elle lui montre un engin fait de fils, un groupe de soldats apparaît. Comprenant la situation, la jeune fille tente de s'échapper, mais elle est arrêtée et battue par les soldats. Shu leur demande d'arrêter, mais les soldats affirment qu'elle est la criminelle responsable de l'attentat présumé. Lorsqu'ils menacent de tirer sur Shu, ils décident de se cacher, laissant la jeune fille se faire enlever. Submergée par l'impuissance, Shu se sent coupable de ne pas pouvoir la défendre. À cet instant, le robot lui montre une carte indiquant la destination indiquée par Inori. Déterminé, Shu conduit le robot à l'endroit indiqué. Dans un autre quartier de la ville, Inori est interrogé par l'armée afin de révéler l'emplacement de la clé. Devant son refus, les troupes sont mobilisées à sa recherche. Pendant ce temps, Shu se dirige vers sa destination, mais est attaqué par des voleurs qui tentent de s'emparer du robot. Malgré l'attaque, il résiste jusqu'à l'apparition d'un jeune homme blond nommé Guy, accompagné de ses alliés. Guy triomphe facilement des assaillants, qui battent en retraite. Puis, une jeune fille s'empare du robot de Shu, et Guy demande qui était la jeune fille qui le transportait. Soudain, une explosion se produit et l'un des blessés informe Guy de l'approche des forces militaires. Les troupes ennemies commettent des actes cruels, tuant tous ceux qu'elles rencontrent. Un Mecha s'approche pour les attaquer. Après une embuscade, Guy demande à Shu de protéger la clé et de partir à la recherche d'Inori pour la secourir. Pendant ce temps, Inori est coincée dans une caravane renversée par un missile. Elle parvient à se libérer, mais est encerclée par des Mechas prêts à tirer. Shu apparaît à ce moment et saute pour la sauver. La clé s'active et révèle une puissante épée en elle. Grâce à cette arme, Shu bloque les missiles et terrasse tous les ennemis d'un seul coup. Voyant cette puissance, l'armée décide d'envoyer plus de robots contre lui. Shu tente de résister et parvient à détruire quelques missiles, mais l'explosion le projette contre un bâtiment. Observant la situation, Guy intervient et détruit un bâtiment voisin, immobilisant le Mecha ennemi. Shu le détruit avec l'épée et court au secours d'Inori. Après l'avoir utilisé, l'épée revient dans le corps de la jeune fille et, avec l'aide de Guy, il s'enfuit. Dans un autre quartier de la ville, un Mecha allié à Guy, commandé par une jeune femme, est brutalement attaqué par un autre robot ennemi. Ce Mecha est contrôlé par Yan, le fils d'un commandant militaire de haut rang, qui se présente au chef de l'escouade chargé de capturer Inori. Yan annonce alors qu'il se joindra à la mission et agira selon sa propre volonté, comptant sur l'influence de son père. Malgré la résistance, les autres sont contraints de l'accepter. Plus tard, Shu rencontre Guy et Inori au sommet d'un immeuble. Guy reproche à Inori de ne pas avoir mené à bien sa mission de livrer la clé. Shu tente de la défendre, affirmant qu'elle a fait de son mieux. Guy, cependant, affirme que l'erreur d'Inori a été de lui avoir donné la clé. On apprend alors que la clé est un génome du vide, une puissante arme biologique que Guy aurait dû utiliser. Il explique que cette clé est l'une des 3 existantes et que le pouvoir qu'elle a activé en Shu est connu sous le nom de pouvoir du roi, qui permet de transformer l'essence d'une personne en arme, comme ce fut le cas avec l'épée d'Inori. Après cette explication, Guy force Shu à se joindre à eux dans la lutte contre l'armée. Peu après,
l'un des alliés les informe que les troupes dirigées par Yan ont pris le contrôle d'un immeuble où plus d'une centaine de personnes sont retenues en otage. Face à cette nouvelle, Guy convoque toute la rébellion à une réunion et élabore un plan pour attaquer le bâtiment et libérer les otages. Au cours de la mission, Shu et Inori pénètrent dans le bâtiment par le système de ventilation. En arrivant à la zone de prise d'otages, ils sont témoins des attaques brutales de l'armée contre des civils innocents. Ces soldats, appartenant à une force étrangère, maltraitent les citoyens sous prétexte qu'ils sont infectés par le virus, ce qui leur donne le droit de les tuer sans conséquence. Alors que Yan et l'armée exécutent les prisonniers, la rébellion lance une attaque, tirant des centaines de missiles. Alors que Yan poursuit un camion pour le distraire, les rebelles tendent une embuscade au commandant de l'opération, l'encerclant de plusieurs roquettes. Face à la situation, le commandant menace de faire exploser les bombes atomiques installées sous la ville et exige de parler au chef de la rébellion. Guy se présente et le commandant exige sa reddition et la restitution de la clé volée. Guy refuse, et le commandant ordonne de tirer avec des armes laser. À cet instant, Shu entre en action. Il utilise son épée pour activer le pouvoir de la clé et matérialiser son arme intérieure, un énorme canon. Le canon génère un champ de force qui repousse les lasers tirés sur Guy, détruisant ainsi les méchas et l'armement ennemi, éliminant les forces militaires et libérant les otages. Une fois la mission réussie, Guy félicite Shu pour sa performance et l'invite à rejoindre la rébellion, une invitation que Shu accepte avec enthousiasme. Le lendemain, en cours, Shu se souvient de la joie d'avoir sauvé Inori. Soudain, le professeur annonce l'arrivée d'une nouvelle élève. En levant les yeux, Shu réalise qu'il s'agit d'Inori. Il est surpris, tandis que ses camarades réagissent avec enthousiasme, car c'est aussi une chanteuse très célèbre. Toute la classe pose d'innombrables questions à Inori, focalisant toute son attention sur elle, à l'exception de Shu, qui continue de se demander pourquoi elle est là. Remarquant cela, son meilleur ami, Hiro, décide d'intervenir pour mettre fin au harcèlement subi par la jeune fille. Plus tard, pendant le cours de sport, un ami de Shu, qui se considère comme le plus grand fan d'Inori, lui fait remarquer combien la jeune fille est belle dans sa tenue de sport. Shu répond en disant qu'elle a l'air presque irréelle. En entendant cela, le garçon se met en colère et insulte Shu. Plus tard, de retour chez lui, Shu se sent mal à l'aise. Alors qu'il s'apprête à entrer, Inori apparaît et ouvre la porte de la main. Voyant cela, Shu est choqué et commence à l'interroger sur sa présence. Cependant, Inori continue de marcher sans y prêter attention. Shu la suit, mais tombe sur le robot qui accompagne la jeune fille. Arrivé au salon, Shu observe Inori se changer calmement. Il insiste pour lui demander pourquoi elle est chez lui, et elle répond que la rébellion l'a autorisée à rester, l'informant qu'elle vivra désormais avec lui. Ailleurs, les chefs des forces militaires tiennent une réunion pour décider de la manière de gérer la rébellion. On apprend qu'Haruka, la mère de Shu, est l'assistante de l'un des chefs. Lors de la réunion, elle décide d'envoyer une nouvelle escouade génétiquement modifiée pour affronter les rebelles. Pendant ce temps, chez Shu, il s'inquiète de ne pas savoir comment aborder le sujet de l'arrivée d'Inori avec sa mère. Inori, percevant cette inquiétude, l'assure qu'elle connaît les habitudes de la mère de Shu et qu'elle a déjà tout planifié. Peu après, on sonne à la porte et Shu ouvre, trouvant Yairo. Yairo dit qu'il a remarqué que Shu semblait triste après les cours, alors il a pensé que ce serait une bonne idée de louer un film et de passer du temps avec lui. Juste à ce moment-là, Inori arrive et annonce à Shu qu'elle a reçu un message important, lui demandant de l'accompagner. Shu demande à son ami de reporter le film à un autre jour et part avec Inori, promettant de lui expliquer plus tard la raison de sa présence chez lui. Shu et Inori rencontrent ensuite Guy, qui lui demande pourquoi il a envoyé Inori vivre avec lui. Guy explique qu'il s'agissait d'une mesure de protection, car l'une des personnes enlevées pendant la bataille était un élève de son école. Si cette personne le reconnaît, il risque d'être dénoncé à l'armée. Guy leur confie donc la mission de découvrir l'identité du témoin. Shu argue que la présence de milliers d'élèves à l'école rend son identification difficile. Guy répond que Shu pourra le découvrir s'il utilise le pouvoir de la clé pour manifester son pouvoir intérieur. Ce pouvoir lui permet de voir les pouvoirs des autres, et pendant la bataille, il a pu percevoir le pouvoir intérieur de tous ceux qui l'entouraient. Le lendemain, Shu et Inori élaborent un plan pour identifier les pouvoirs de leurs camarades. Cependant, lorsque Shu tente d'utiliser le pouvoir de la clé sur une fille, rien ne se passe et il finit par toucher accidentellement ses seins. Certains de ses camarades assistent à la scène et commencent à se moquer de Shu. Plus tard, lui et Inori tentent de comprendre pourquoi le pouvoir n'a pas fonctionné. Il conclut que le contact visuel est nécessaire pour libérer ce pouvoir intérieur. Cela représente un défi pour Shu, plutôt timide. Après avoir entendu les encouragements d'Inori, il décide de réessayer. Le lendemain, Shu suit le conseil d'Inori et tente d'utiliser le pouvoir sur un autre camarade de classe. Cette fois, il parvient à manifester le pouvoir intérieur de son partenaire en matérialisant une moto futuriste. Malheureusement, la personne n'est pas celle qu'il cherchait. Malgré plusieurs tentatives, ils ne parviennent pas à trouver la véritable cible. Shu commence à se sentir fatigué, et Inori explique qu'il recherche un pouvoir qui se manifeste sous la forme de ciseaux, appelé « vide ». Elle révèle que ces objets représentent les peurs et les traumatismes de chacun. En entendant cela,
Shu demande pourquoi le vide d'Inori est une épée. Avant qu'elle puisse répondre, la fille que Shu avait accidentellement touchée apparaît et se lance à sa poursuite. Yairo intervient et les aide à se cacher dans le gymnase de l'école. Au cours de la conversation, Shu découvre que Yairo est la personne qu'il cherchait, remarquant sa peur des ciseaux. Face à lui, Yairo perd le contrôle et attaque Shu, qui parvient à se défendre en utilisant sa propre capacité intérieure, une paire de ciseaux. Voyant cela, Inori décide de passer à l'action et tente de tuer Yairo, mais Shu l'en empêche. Shu explique qu'il ne veut pas perdre son meilleur ami. Inori ne comprend pas, car sa mission était d'éliminer le témoin, mais Shu parvient à la convaincre. Après une conversation calme avec Yairo, ils promettent de garder le secret et d'informer Guy que tout est réglé. Plus tard, Shu et Inori rentrent chez eux en train. Inori confie à Shu qu'elle souhaite continuer à vivre avec lui pour en apprendre davantage sur l'amitié. Soudain, le train s'arrête mystérieusement et plusieurs soldats armés apparaissent devant Shu. Les portes s'ouvrent et Yairo, trahissant Shu, le bouscule, qui est arrêté par l'armée. Après cet événement, Inori tente d'arrêter le train pour aider Shu, mais un agent rebelle l'en empêche, affirmant que Guy lui avait demandé de ne pas intervenir. Shu est alors emmené dans un fourgon de police jusqu'à une prison située dans la caserne militaire. À la caserne, il est interrogé par un commandant nommé Makoto, qui l'interroge sur sa relation avec Guy. Ayant été vus ensemble le jour de la bataille, Shu refuse de donner la moindre information et Makoto décide de l'emmener dans un autre bâtiment pour lui montrer quelque chose. En chemin, il constate le renforcement de la sécurité dû à la menace d'une attaque de Guy, qui a promis de sauver son allié. Makoto explique à Shu ce que Yairo a fait le jour de la bataille et les raisons de sa trahison. Yairo était impliqué dans un trafic de drogue et, apprenant la prime offerte pour un membre de la rébellion, il décide de dénoncer Shu. Dans une pièce où se trouvent des personnes infectées par le virus apocalyptique, Yairo révèle que son jeune frère est parmi eux et explique que le traitement est coûteux. Makoto continue de parler du virus connu sous le nom de Noël perdu, qui s'est propagé 10 ans plus tôt, et de la façon dont l'armée a réussi à contenir les émeutes. Makoto tente de convaincre Shu que la rébellion est une erreur, mais Shu ne se laisse pas convaincre, en raison de la cruauté dont il a été témoin au sein de l'armée. Finalement, Makoto révèle que la rébellion compte attaquer pour libérer un allié nommé Kenji, détenu pour suspicion de terrorisme. Il tend un émetteur à Shu, menaçant de capturer Inori s'il ne coopère pas, et lui demande de signaler la position de Guy dès qu'il la prendra. Après ces événements, Inori est attristée de n'avoir pu aider Shu et se demande ce qu'elle pourrait faire pour le sauver. Dans une autre scène, Shu est emmené dans une pièce pour parler à son avocat, qui n'est autre que Guy. Avec l'aide de Tsugumi, un pirate informatique de la rébellion, il désactive tous les dispositifs de surveillance de la pièce. Guy informe Shu qu'il prévoit de secourir un membre de la rébellion cette nuit-là et qu'ils ont besoin de son aide. Il explique qu'ils créeront une diversion lors d'une panne de courant, et que Shu devra alors retrouver Kenji et utiliser son Void pour s'échapper. Malgré les hésitations de Shu, le plan est mis à exécution, la panne de courant et les explosifs lancés pour déstabiliser l'armée. Alors que les rebelles attaquent le bâtiment avec des missiles, Guy continue d'essayer de convaincre Shu de participer au sauvetage. Inori contacte Shu en lui disant qu'elle vient l'aider, ce qui exaspère Guy, car cette action va à l'encontre de ses ordres. Shu décide de s'enfuir pour retrouver Inori, mais en chemin, il est intercepté par un mecha. Il est cependant sauvé par un autre mecha de la rébellion, piloté par Ei, une spécialiste du combat. Et réprimande Shu pour avoir incité Inori à désobéir à Guy et prévient que s'il arrive quoi que ce soit à Guy, elle le tuera elle-même. Malgré cela, Shu continue de tenter de quitter le bâtiment et finit par retrouver Guy et le garçon qu'il sauvait. Apercevant Kenji, Shu saute sur lui et utilise le pouvoir de la clé pour manifester son vide intérieur, une arme capable de manipuler la gravité. Grâce à elle, Shu bat facilement l'un des mechas, mais se retrouve bientôt encerclé par d'autres robots. À ce moment, Inori apparaît et Shu libère toute la puissance de l'arme, créant des bulles antigravité pour atteindre la jeune fille. Après s'être approché d'Inori, Shu libère la puissante épée qu'elle contient et l'utilise pour détruire les mechas ennemis de manière impressionnante. Il quitte ensuite les lieux avec Inori et Kenji et retrouve Guy, qui l'invite à rejoindre la rébellion. Même s'il ne leur fait pas entièrement confiance, Shu accepte. En chemin vers la cachette du groupe, Shu se souvient du stylo que Makoto lui a donné, un appareil qui lui permet d'alerter l'armée lorsqu'il est avec Guy. Il hésite à l'utiliser, car il n'est toujours pas certain des véritables intentions de la rébellion. Ils arrivent à une grande bibliothèque, où ils rencontrent Shibanji, un officier au gradé de la rébellion, qui les informe qu'Inori et Kenji sont sains et saufs. Guy annonce alors que Shu fera partie du groupe et sera le centre des opérations grâce à son habileté avec la clé. La prochaine mission aura lieu dans 3 jours, et sera chargée de l'entraînement de Shu. Au début de l'entraînement, Shu remarque qu'elle possède le stylo que Makoto lui a donné. Lorsqu'il le lui demande, elle lui propose un défi. Si Shu réussit une série de tests pendant la semaine, elle le lui rendra. Pendant les tests, Shu surprend et est en train de s'entraîner au tir, et Inori commence à lui apprendre à tirer. Malgré les compétences d'Inori, un moment gênant entre eux pousse et à le traiter de pervers. Pendant ce temps,
Makoto se dispute avec l'armée au sujet d'une arme appelée le Leucocyte, cible principale de la prochaine mission rebelle. Shu rencontre d'autres membres de la rébellion, Harugo et Kyo, et découvre que Kyo est un grand admirateur de Guy. Shu est surpris par la confiance que tout le monde accorde à Guy, même s'il le considère comme égoïste. Après une journée d'entraînement épuisante, Shu entend Inori chanter et va la voir. Au cours de la conversation, il lui demande pourquoi elle a rejoint la rébellion. Inori révèle que c'était l'idée de Guy, qui lui a demandé de dire qu'elle lui appartenait. Shu suggère qu'ils s'échappent ensemble de la rébellion, mais Inori refuse, expliquant que le groupe l'a sauvé. Shu se sent humilié lorsqu'il la voit entrer dans une pièce avec Guy. Il s'éloigne tristement, mais finit par rencontrer Ei, qui comprend ce qu'il a vu, et l'encourage à faire de son mieux lors de l'épreuve du lendemain, car il fera officiellement partie du groupe. Lors de l'épreuve finale, Shu doit atteindre une cible protégée par Ei et son mecha, et l'affronter pour gagner. Il utilise la clé pour manifester son pouvoir, une baguette qui crée un champ de force capable d'immobiliser le mecha d'Ei. Shu réussit l'épreuve et devient officiellement membre de la rébellion. Cependant, la joie est interrompue par la nouvelle que l'armée a attaqué Guy avec l'arme Leucocyte, détruisant une partie de la ville. On découvre que cette arme est un puissant satellite en orbite autour de tout le Japon, capable de tirer des rayons d'énergie extrêmement destructeurs. Guy parvient à communiquer avec le groupe et prétend avoir survécu, mais le reste de son équipe est mort, ainsi que la perte de toutes ses provisions. Face à la tragédie, Guy décide de lancer une nouvelle attaque contre l'armée. Le groupe installe un camp dans la zone touchée, d'où il prévoit d'attaquer la base de contrôle de l'arme. L'objectif principal est de prendre le contrôle du cœur énergétique du satellite, mais celui-ci est protégé par un champ de force. Si quelqu'un touche le champ, un protocole de sécurité s'active, bloquant l'arme. Il est donc nécessaire d'utiliser le pouvoir de Shu et le vide gravitationnel de Kenji. Gai prévient que la mission est extrêmement risquée, avec un risque de mort élevé. Shu propose de mener la mission seul, mais ses compagnons refusent, car ils ont tous décidé de participer. Gêné par ce refus, Shu quitte le groupe. Alors qu'il se demande s'il doit appuyer sur le bouton du stylo pour contacter Makoto, Inori apparaît et lui annonce un plan, lui demandant de lui faire confiance. Dans une autre scène, Makoto parle au commandant militaire, qui sait déjà que la rébellion prévoit d'attaquer plus tard dans la journée. Yan et son équipe commencent donc les préparatifs de l'affrontement. Dans une autre scène, Gai tente de se remettre de la récente attaque qui l'a grièvement blessé. Dans un moment de réflexion, il s'interroge sur la moralité de ses actes et se demande si tout ce qu'il a fait en valait vraiment la peine. Il révèle également que Kyo, son compagnon, a été grièvement blessé lors de l'attaque à l'arme Leucocyte. Face à la perspective d'une mort inévitable, Guy prend la décision difficile de mettre fin à ses souffrances. À ce moment, Shu apparaît à l'improviste et surprend tout ce que Guy révèle. Shu le confronte, l'accusant d'égoïsme pour avoir laissé d'autres se sacrifier pour lui, y compris Inori. Le rire de Guy provoque la colère de Shu, qui l'attaque. Durant la confrontation, Guy explique que son objectif est d'être une source d'espoir pour les autres et qu'il ne cherche à dominer personne. En entendant cela, Shu reconsidère ses sentiments et se réconcilie avec Guy. Après ces événements, le groupe lance l'attaque sur la base d'opération. Ea et d'autres membres de la rébellion créent une diversion astucieuse, détournant l'attention de la plupart des forces militaires et de Yan lui-même. Grâce à cela, Inori, Guy, Kenji et Shu parviennent à infiltrer la base et à atteindre le noyau de contrôle. Alors qu'ils s'apprêtent à activer le pistolet à gravité de Kenji, Yan apparaît et les attaque. Guy décide de l'affronter tandis que Shu poursuit son plan. Cependant, à un moment critique, Yan tire de manière incontrôlable, causant de graves dommages au noyau et provoquant la désorbitation du satellite, qui fonce à toute vitesse vers Tokyo. Peu après, Shu et ses compagnons parviennent à s'échapper de la base. À ce moment-là, Guy a une idée et demande à Shu le stylo que Makoto lui a donné, révélant qu'il a toujours su à quoi il servait. Makoto apparaît alors et Guy propose de sauver la ville en échange de l'effacement complet du casier judiciaire de Shu. Après cela, Guy explique son plan, le stylo n'est pas seulement un communicateur, mais active également un second satellite Leucocyte. Ce second satellite, à la réception du signal du stylo, tire sur l'emplacement d'origine. Guy compte utiliser cette méthode pour détruire le satellite en chute libre. Cependant, la personne se trouvant au point d'impact sera sacrifiée. À cet instant, Guy propose d'être cette personne et Shu, témoin de la situation, se sent impuissant de ne pouvoir empêcher le sacrifice. Soudain, une personne qui semble être Inori apparaît, offrant son vide à Shu pour détruire le satellite. Shu utilise l'arme, qui s'avère être un puissant canon, et tire un rayon d'énergie qui détruit le satellite. Après cela, Makoto tient sa promesse et efface le casier judiciaire de Shu, lui permettant ainsi de retourner à l'école. Malgré cela, Shu subit le jugement de ses camarades de classe pour avoir été arrêté par l'armée. Cependant, il est défendu par Erisa, la présidente du conseil des élèves, qui convainc les autres que Shu n'a été qu'un interrogatoire. Après cette explication, ses camarades commencent à lui poser plusieurs questions, et Shu remercie Erisa de l'avoir aidé à clarifier les choses. Plus tard, Shu retrouve ses camarades de classe pour rattraper les cours manqués. Au cours de la conversation,
son meilleur ami HR l'informe que Yahiro n'est pas retourné à l'école depuis son arrestation, ce qui intrigue Shu. Curieux, il demande à Inori si elle sait quelque chose sur son ami. Inori se demande pourquoi il se soucie encore de lui après la trahison de Yahiro, créant un moment de tension entre eux. À ce moment-là, Haruka rentre à la maison et est surprise de voir Inori. Shu tente d'expliquer la présence de la jeune fille, mais Haruka décide de détendre l'atmosphère en demandant à Shu d'aller acheter un gâteau, pendant qu'elle discute avec Inori pendant le dîner. Après cela, Guy rencontre son équipe et Shibanji les informe que les ressources de la rébellion ont été considérablement réduites après l'attaque des leucocytes. Face à cette situation, Guy décide de chercher un allié pour la rébellion capable de lui fournir les ressources nécessaires. Dans un autre récit, Erisa réapparaît, issue d'une famille influente et riche de la ville. Cette famille prévoit d'organiser une fête afin de trouver une organisation non gouvernementale avec laquelle collaborer. Au même moment, les chefs militaires recueillent des informations sur une possible attaque contre l'événement et considèrent cela comme un risque pour leurs intérêts. La célébration a lieu sur un navire en mer, et Guy et Shu infiltrent la fête avec l'intention de parler au père d'Erisa afin d'obtenir son soutien à la rébellion. Cependant, en arrivant à la fête, Shu découvre que sa mère est également présente. Il décide de se cacher pour ne pas être vu, mais finit par croiser Erisa, qui le reconnaît immédiatement et commence à le suivre pour tenter de lui parler. Guy intervient alors et, après quelques mots échangés, parvient à attirer l'attention d'Erisa. Pendant ce temps, l'armée prépare des missiles pour attaquer le navire. Shu est informé par ses compagnons que les missiles sont sur le point de frapper l'endroit. Il décide d'avertir Guy, qui est en réunion avec le père d'Erisa. Ensemble, ils élaborent un plan pour utiliser le vide d'Erisa et empêcher l'attaque. Guy trompe Erisa et l'emmène à l'extérieur du vaisseau, où Shu utilise le pouvoir de la clé pour faire apparaître son vide, une sphère capable de générer des boucliers énergétiques. Grâce à cette intervention, tous les missiles envoyés par l'armée sont stoppés. Le père d'Erisa, impressionné par les capacités de Shu, accepte de soutenir la rébellion. Ce qui semblait être une attaque militaire était en réalité un plan conçu par Guy, qui avait informé l'armée de l'existence du parti, dans le but de former l'alliance. Ce faisant, Guy tombe également amoureux d'Erisa, ce qui facilite l'exécution du plan. Plus tard, la mère de Shu reçoit une enveloppe contenant une photo d'Inori à côté d'elle-même lorsqu'ils étaient plus jeunes. Cependant, Shu ne se souvient pas de ce moment, et Inori non plus. Shu se prépare alors pour un voyage scolaire et, lorsqu'il en parle à sa mère, elle plaisante en disant qu'elle ne veut pas être seule. Elle lui suggère alors de profiter du voyage pour rendre visite à son père. Pendant ce temps, il est révélé que tout cela fait partie du plan de Gai, qui envoie Shu, Inori et d'autres collègues infiltrer une base militaire. Gai les installe dans un manoir fourni par l'un de ses alliés. Dans ce contexte, Sota, un partenaire important pour la mission, disposant d'un espace vide nécessaire pour accéder à la base ennemie, commence à taquiner Shu en insinuant qu'Inori et lui forment un couple parce qu'ils vivent ensemble. Malgré les tentatives de Shu pour clarifier la situation, Sta suggère qu'ils aillent tous à la plage, proposition qui finit par être acceptée. Sur la plage, Shu installe un parasol sur le sable et songe au malaise de devoir vivre avec Sta, qu'il trouve agaçant et irrespectueux. Cependant, son attention est détournée lorsqu'il voit Inori en maillot de bain. En l'observant, Shu est charmé par sa présence. HR, qui éprouve des sentiments pour Sta, le remarque et tente de le séduire en l'invitant à nager. Pendant ce temps, Shibanji et les autres observent le groupe de loin, s'assurant que la mission se déroule comme prévu. Plus tard, les filles retournent au manoir et réalisent que Sta n'est pas avec Sta. Kanon les informe que Sta a décidé d'aller de l'avant parce qu'il avait quelque chose à faire. À ce moment-là, Sta tente de prendre des photos sur la plage et remarque un chapeau qui vole. Le chapeau appartient à Ae, qui passait par là avec Tsugumi. Sta est impressionné par la beauté d'Ae, après l'avoir remercié, ils reprennent leur chemin. Plus tard, Shu apparaît dans un cimetière, révélant que son père y est enterré et que cet endroit était sa maison. Il dépose des fleurs sur la tombe et, à ce moment-là, Guy apparaît et commence à lui parler. Guy lui raconte des informations sur le père de Shu, expliquant l'avoir rencontré alors qu'il était professeur dans une université prestigieuse et qu'il était l'un des pionniers de la lutte contre le virus apocalyptique. Shu avoue ne pas en savoir beaucoup sur son père, évitant de poser des questions à sa mère pour ne pas la blesser, et se souvenant seulement de sa mort, il y a 10 ans, à Noël. Après cela, Guy lui annonce qu'il est là pour lui montrer quelque chose en rapport avec la mission et l'emmène sur une falaise d'où l'on peut apercevoir la base militaire cachée. La mission consiste à infiltrer et à voler une pierre liée au virus, une tâche qui nécessitera l'utilisation du pouvoir de Shu et de la vacuité de son partenaire. Face à la difficulté de convaincre Suta de coopérer, Guy suggère d'utiliser Inori comme appât, Suta étant fan du groupe musical dont elle fait partie. Shu est mal à l'aise avec cette idée, mais Guy insiste sur le fait que c'est nécessaire pour que le plan fonctionne. Plus tard, les filles prennent un bain et HR est heureux de voyager avec Shu. Inori entre dans l'eau et les filles sont surprises par l'aspect inhabituel de sa peau. Kanon, curieux, commence à observer de plus près, tandis que HR est jaloux à l'idée des sentiments de Shu pour Inori. Pendant ce temps, Shu est dans la pièce avec Sta,
qui lui demande s'il n'y a vraiment rien entre lui et Inori. Shu répond que oui, et Sta répond que, dans ce cas, il a l'intention de lui avouer son amour. Shu voit là une occasion d'accomplir la mission et demande à Inori d'accepter de l'accompagner pour l'emmener sur le site de l'opération. Inori accepte et on le voit marcher avec Sta sous le ciel étoilé. À un moment, il s'assoit pour se reposer, et Sta en profite pour lui montrer une vidéo qu'il a réalisée en son honneur. Shu, caché, observe tout. Après avoir visionné la vidéo, Sta tente d'avouer son amour à Inori. Submergé par la jalousie, Shu intervient maladroitement, utilisant son pouvoir pour extraire le vide et tenter d'avouer son amour à Inori. À ce moment, les membres de la rébellion qui observaient la scène apparaissent, se moquant de Shu pour son attitude imprudente en révélant le vide. Ils décident de commencer la mission immédiatement et de se diriger vers une entrée secrète de la base. Grâce au vide de Sta, une caméra capable d'ouvrir des entrées secrètes, ils parviennent à accéder au lieu. Au même moment, un homme mystérieux arrive à la base, tue un garde et entre à l'aide d'une carte magnétique, activant alarme et mécanisme de sécurité. Shu et les autres continuent d'avancer, désactivant les pièges grâce au pouvoir du vide. Ils atteignent enfin la pièce où la pierre devrait se trouver, mais découvrent qu'elle a déjà été volée. GTA devient furieux et tout le monde décide de battre en retraite. Plus tard, on découvre que la pierre a été volée par l'homme mystérieux, qui s'avère être Kato, l'un des commandants les plus importants de l'armée. Kato se rend ensuite sur la tombe du père de Shu pour lui rendre hommage. Sta se réveille et rencontre Shu, qui le réprimande pour ne pas lui avoir révélé son amour pour Inori. Une dispute éclate entre les deux, mais ils finissent par se comprendre et renforcent leur amitié. Les garçons terminent leur mission sur l'île et rentrent chez eux en bateau. On voit ensuite Hiro s'enfuir avec son frère et se réfugier dans une église. Cependant, Makoto apparaît sur les lieux avec plusieurs soldats, forçant Hiro à fuir à nouveau. Pendant ce temps, Kanon et HR sont à l'école et se demandent où se trouve Hiro depuis sa disparition soudaine. Au cours d'un jeu vidéo, Shu renverse accidentellement une théière. HR devient nerveuse, car elle pense beaucoup à lui ces derniers temps. Voyant cela, Kanon demande une faveur à Shu et lui suggère d'accompagner HR faire quelques courses. Kanon souhaite qu'ils passent du temps ensemble, alors ils prennent le métro pour se rendre au magasin. Pendant le trajet, HR réfléchit à la façon dont il pourrait se confesser à Shu. Soudain, le train s'arrête et HR tombe sur Shu. Gênée, elle s'apprête à avouer lorsqu'un Hiro encapuchonné entre dans le train et trébuche, laissant tomber des médicaments. Shu et HR sont sous le choc, et Shu reconnaît bientôt son ami. Il décide de le confronter, et Hiro plaisante sur leur proximité. Shu demande alors à HR d'aller faire les courses seul, car il doit parler à Hiro. Hiro l'emmène dans sa cachette, où il se trouve avec son frère, et lui raconte comment ils ont réussi à s'échapper le jour de l'attaque de la base militaire. Au même moment, Makoto les observe et prépare une embuscade pour les capturer. Hiro continue de parler à Shu et en profite pour lui demander de l'argent, car il doit nourrir son frère et poursuivre sa fuite. Shu, cependant, décide de l'aider autrement et appelle Yase, lui demandant d'envoyer une équipe pour les récupérer. Hiro est surpris par l'attitude de Shu, compte tenu de ce qu'il lui a fait. Shu prétend agir ainsi pour le frère de Hiro et s'apprête à quitter le bâtiment. Cependant, ils sont attaqués par les forces de Makoto. Les garçons tentent de s'échapper, mais sont acculés. Shu tente d'utiliser le vide de Hiro, mais le garçon refuse, affirmant que c'est Shu qui les a trahis. Furieux, Shu nie avec véhémence et affirme que le véritable traître est Hiro. Il crie également qu'il a promis de sortir son frère de là et qu'il tiendra sa promesse. Ce n'est qu'alors que Hiro accepte de renoncer à son vide. Lorsqu'il sort son arme, son frère, voyant la scène, pense que Shu a attaqué Hiro et tombe du brancard. Soudain, Yan apparaît avec son mecha et attaque Shu avec des crochets guidés par l'énergie des vides. Shu parvient à détruire l'un des mechas, mais Yan en envoie plusieurs autres, et soudain, l'un des crochets touche le frère de Hiro. Shu et Yan sont choqués, et Makoto affirme que la maladie du garçon semble émettre la même énergie que les vides. Soudain, le virus se propage dans le mecha de Yan, causant de graves dommages aux robots et aux soldats. La machine, contrôlée par la maladie, détruit les autres mechas présents, puis avance vers Shu et le corps du garçon. Shu se prépare à se défendre, mais le robot passe juste à côté et s'empare du corps de Hiro. Voyant cela, Shu saute pour protéger son ami. Alors qu'il s'apprête à attaquer, un portail s'ouvre, semblable à celui qui apparaît lorsqu'il extrait les vides des gens. Shu est alors transporté dans ce qui semble être les souvenirs du frère de Hiro, nommé Jun. Jun apparaît et montre un souvenir de son enfance avec Hiro. Par la suite, Jun demande à Shu de mettre fin à ses jours, car la maladie le fait souffrir trop et il est las d'être un fardeau pour son frère. Shu décide d'accéder à sa demande, le virus ayant envahi son corps. De retour auprès du robot, la machine s'élève un instant, puis s'éteint complètement. Shu quitte alors le bâtiment et Hiro reprend conscience. Il s'enquiert de Jun, et Shu répond simplement qu'il est mort et que c'est lui qui l'a tué. Puis, un changement de scène se produit, Shu rencontre des membres de la rébellion lors d'une mission. À ce moment-là, Gai ordonne à Shu d'attaquer, ce qui nécessite l'utilisation du vide d'Inori. Cependant, en essayant d'extraire le vide, Shu se souvient de la situation impliquant Hiro et Jun, ce qui semble avoir laissé un profond impact émotionnel. Bouleversé, Shu est incapable d'utiliser son pouvoir et s'enfuit,
forçant la rébellion à abandonner la mission. Après cela, Shu fait un rêve dans lequel une fille aux cheveux roses, semblable à Inori, est entourée de flammes. Dans ce rêve, elle demande à Shu de promettre de rendre sa sœur heureuse. Cependant, il se réveille dans sa cachette habituelle et réalise que ce n'était qu'un rêve. En consultant son téléphone, il voit plusieurs appels et messages manqués de la rébellion. À ce moment-là, Ashire arrive avec son petit déjeuner et lui demande pourquoi il se cache là et pourquoi il ne veut pas rentrer chez lui. Shu évite de répondre et reçoit soudain un appel qu'il décide d'ignorer. Il s'agit d'Inori, qui s'inquiète pour lui et informe Guy de la situation. Cependant, Guy est occupé à rencontrer la famille d'Erisa pour obtenir des informations sur la pierre qu'il a échoué à voler. Il apprend alors que la pierre sera transportée par avion par l'armée. De plus, on apprend que Kato a remis la pierre à l'armée et a été arrêté peu après. Le lendemain, Shu retourne à l'école. Cependant, lorsqu'il retrouve ses camarades de classe, les souvenirs du récent traumatisme reviennent et le touchent profondément, le forçant à retourner se cacher. À ce moment-là, il le retrouve et commence à le réprimander pour son comportement, essayant de le convaincre de reprendre une vie normale. Guy apparaît soudainement et déclare que ses efforts sont vains. N'ayant d'autre choix, Guy menace Shu avec une arme, lui disant que s'il ne participe pas à la mission de récupération de la pierre, il sera éliminé. Malgré la menace, Shu refuse et déclare n'avoir jamais voulu du pouvoir de la clé. Guy l'avertit alors qu'il le tuera pour extraire le pouvoir, tirant en l'air pour l'intimider et le forcer à participer à la mission. Alors que Shu continue de résister malgré le danger, Guy est battu en retraite, montrant clairement que Shu a quitté la rébellion. Après ces événements, Shu rentre chez lui et trouve Inori qui l'attend. Il tente de s'excuser d'avoir ignoré ses appels, mais Inori s'approche de lui pour lui donner une chanson qu'elle avait composée pour lui remonter le moral. Alors qu'il tente de lui donner la chanson, Shu a un autre flashback et réagit violemment. Il la frappe à la main et détruit la chanson, traitant Inori de monstre. Cet acte fait pleurer Inori et lui dit au revoir avant de quitter la maison. En partant, Shu réalise qu'elle lui avait également préparé des onigiri, même s'ils étaient un peu insuffisamment cuits. Ces gestes le rendent incapable de retenir ses larmes. Ensuite, la scène montre l'équipe militaire se préparant à transporter la pierre. Yan, chargé de la transporter, attend son père, le général, qui doit lui livrer l'artefact. En attendant l'ascenseur, celui-ci s'ouvre soudainement et Yan voit son père embrasser la secrétaire. Les rebelles commencent alors les préparatifs pour une nouvelle attaque visant à voler la pierre. Pendant les préparatifs, Guy reçoit des soins médicaux et est accompagné d'Inori, qui lui demande s'il la prend pour un monstre. Guy conseille à Inori d'ignorer les paroles de Shu et lui demande si elle est également tombée amoureuse de lui, ce qui la fait réfléchir. Plus tard, Kato est réprimandé par la mère de Shu pour avoir volé la pierre. Au cours de la conversation, Kato révèle des informations sur Shu, mentionnant son lien avec le pouvoir de la clé et son implication dans la rébellion. Tout cela sert à mettre en garde la mère de Shu contre Inori et à remettre en question sa confiance en la jeune fille. De retour à la rébellion, les membres lancent l'attaque contre l'avion transportant la pierre. Les rebelles se positionnent stratégiquement pour mener à bien la mission. Au même moment, le général arrive dans la pièce où se trouve la pierre. Pendant ce temps, les rebelles avancent furtivement vers l'avion. Cependant, Makoto était déjà au courant du plan et a ordonné que les militaires se fassent vacciner par mesure de prévention. Malgré cela, Guy et ses compagnons parviennent à atteindre l'avion et, à l'aide d'explosifs, à ouvrir le cockpit, mais découvrent qu'il n'y a aucun pilote. Soudain, ils réalisent qu'ils sont tombés dans un piège lorsqu'ils voient un message confirmant la situation. À cet instant, Makoto active un dispositif qui fait émettre une étrange énergie violette à la pierre située dans la salle de conférence. Après cela, Shu, accompagné de Hire, s'approche d'elle et lui demande de le laisser rester à ses côtés. Il prétend savoir qu'elle l'aime. En entendant cela, Hire réagit en gifle Shu, le réprimandant pour avoir tenté de l'utiliser comme substitut d'Inori. Elle avoue également avoir vu tout ce qu'il a fait à Yairo et Jun, mais elle a quand même essayé de lui remonter le moral, et il l'a maltraité. Alors que Hire pleure, Shu tente de s'excuser, mais le ciel s'assombrit soudainement. Cela se produit car la pierre est en fait une clé qui active une tour, émettant des ondes qui propagent le virus apocalyptique. De nombreuses personnes, dont Guy, qui était à bord de l'avion, sont infectées. Il est révélé que tout cela faisait partie d'un plan de Kendo, qui a ordonné les actions de Makoto. Les rebelles tentent de s'échapper alors qu'ils sont attaqués par l'armée. Cependant, Guy est gravement touché par le virus, et Inori tente de l'aider. Plus tard, le commandant militaire est présent à l'endroit où la clé a été activée, et tout le monde commence à se transformer à cause du virus. À ce moment-là, Yan arrive avec son mecha pour sauver son père, mais lorsqu'il le surprend avec sa maîtresse, il décide de le tuer. Kendo prend alors le commandement et, lorsqu'un soldat attaque Makoto, la mère de Shu profite de la confusion pour s'enfuir. Pendant ce temps, Tsugami contacte Shu et l'informe que le plan a échoué, révélant que Guy et Inori sont toujours à l'aéroport. Face à cette situation, Shu décide de demander de l'aide à ses collègues pour les secourir. Il compte utiliser leur vide pour se rendre sur place, mais Yairo s'y oppose, affirmant que Shu ne veut les utiliser que comme des outils. Face aux doutes des autres, Shu explique le pouvoir de la clé et demande l'aide de Hire. Il en extrait ensuite le vide,
qui se révèle être un ensemble de bandages aux propriétés curatives. Après s'être excusé d'avoir utilisé les vides des autres plus tôt, Shu explique la raison de sa demande, et ses compagnons acceptent de l'accompagner. Dans une autre scène de transition, Kendo utilise la clé pour ouvrir une porte et entre avec Makoto. Ailleurs, Guy et Inori, qui avaient rejoint Haruka, se dirigent vers une tour d'où il prévoit de diffuser une chanson pour contenir le virus. Pendant ce temps, le reste des rebelles luttent pour arrêter l'armée. Finalement, Inori se met à chanter, et sa chanson fait disparaître le virus. Juste à ce moment, Shu et ses compagnons arrivent à l'aéroport et sont attaqués. Shu utilise le vide d'Erisa pour créer un bouclier protégeant le véhicule dans lequel il se trouve. Après avoir franchi la première barrière, les militaires détruisent une partie du pont, mais grâce au vide de HARE, ils parviennent à le réparer et continuent leur progression. Après avoir vaincu des mechas, ils atteignent enfin Inori. Cependant, ils sont surpris par Yan, qui attaque à bord d'un mecha, retourne le véhicule et les piège. Le héros confie son vide à Shu, qui l'utilise pour vaincre Yan et atteindre Inori. Juste au moment où la situation semble sûre, un portail s'ouvre derrière Inori, d'où émerge un garçon blond appelé Yu, qui possède apparemment le pouvoir de la clé. Yu utilise le vide d'Inori pour attaquer Shu, mais Gai se met en travers de son chemin et encaisse le coup à sa place. Notamment, au moment où Yu s'empare d'Inori, le virus apocalyptique se réactive, cette fois avec une force renouvelée. Gai ordonne à Shu de suivre Yu, car il prévoit de sacrifier Inori pour ressusciter une personne nommée Mana. Shu saute dans le portail juste avant sa fermeture. Durant le transport, Yu le plonge en transe, lui rappelant des souvenirs de son passé. Shu se souvient de moments de son enfance avec Mana, sa sœur. Ils observent un garçon flottant dans l'eau, qui s'avère être un jeune Guy, qu'il sauve et recueille pour l'été, devenant ainsi des amis proches. Ses souvenirs, cependant, sont effacés de son esprit. De retour dans le présent, Shu se retrouve dans un hall avec de grands escaliers, où Kato révèle qu'Inori n'est qu'un corps créé pour abriter la mémoire de Mana. Mana fut la première personne à toucher la pierre du jugement dernier, infectée par le virus. Selon Kato, Mana fut choisi par une race extraterrestre pour créer une nouvelle espèce après la destruction de l'humanité. Il est révélé que Mana, profondément amoureuse de Shu, l'a choisi comme partenaire. Cependant, Shu l'a rejeté, ce qui a déclenché le virus du jugement dernier et a entraîné la destruction du corps de Mana. Yu, l'envoyé extraterrestre, prévoit désormais d'utiliser Inori pour abriter l'âme de Mana et créer un nouveau monde. Malgré les tentatives de Shu pour les arrêter, Yu l'immobilise facilement. À ce moment-là, Aïs et Guy apparaissent. Guy a survécu et a aidé Aïs et Makoto à atteindre le vaisseau. Ils tentent d'arrêter Yu. Après la défaite d'Aïs, Guy révèle à Shu la vérité sur le jour où le virus est apparu et libère les souvenirs traumatiques du garçon. Cela réveille le pouvoir du roi en Shu, lui permettant d'extraire les vides sans provoquer l'évanouissement. Shu extrait le vide de Guy et, avec lui, combat Yu et les cristaux pour atteindre Inori. Guy utilise une arme qui révèle l'épée à l'intérieur d'Inori, permettant à Shu de libérer son corps. Guy avance vers le réceptacle contenant l'âme de Mana pour le détruire et mettre fin au virus, mais subit de graves blessures. Dans un acte de sacrifice, Guy ordonne à Shu d'utiliser l'épée pour le transpercer et détruire Mana. Shu, d'abord réticent, finit par s'exécuter, tuant l'âme de Guy et de Mana. Le lieu commence à s'effondrer, et Shu et Inori s'échappent, mais Shu pleure la perte de Guy. Après la mise en quarantaine de la zone touchée par le virus par l'armée, il est interdit de quitter les lieux. Les étudiants de l'académie décident de rester, la plupart vivant dans les environs. Aïs, l'une des élèves, tente de se relever, mais finit par tomber de sa chaise. Deux individus s'approchent pour proposer leur aide, mais Aïs, qui refuse habituellement, refuse. Malgré sa résistance, ils insistent et commencent à la harceler. À ce moment-là, Shu et Inori passent par là et, témoin de la scène, Shu intervient pour défendre Aïs. Les harceleurs tentent d'intimider Shu, mais Tsugumi apparaît et assène un coup de pied volant à l'un des garçons, l'emportant avec lui. Voyant la scène, d'autres personnes observent la scène et les harceleurs décident de battre en retraite. Shu et les filles tentent d'aider Aïs, mais elle refuse et leur demande de rester à distance. Sur le chemin du retour, Tsugumi fait part à Shu de l'état de choc d'Aïs depuis la mort de Guy. Shu révèle qu'après la bataille, la rébellion s'est dissoute et qu'Aïs, Inori et Tsugumi ont été intégrés parmi les élèves pour y trouver refuge. En l'absence d'enseignants à l'académie, le président et Shu ont formé un groupe pour diriger le refuge. Les jeunes, découragés par les actes de violence et de vandalisme, Sora propose alors d'organiser une fête scolaire pour leur remonter le moral. Après discussion, tout le monde s'accorde à dire que c'est une bonne idée. Shu engage alors la conversation avec Yairo, qui lui témoigne son vide et le lui confie. Yairo mentionne qu'après le combat, Shu est capable d'extraire les vides sans que la personne ne perde connaissance. Shu affirme clairement qu'il espère ne plus avoir à utiliser le pouvoir de la clé, et Yairo répond qu'il doit rester vigilant, car l'armée représente toujours une menace. Ensuite, il se dirige vers la zone de préparation du festival. En chemin, il rencontre Tsugumi, qui travaille au café à thème de sa classe. Tsugumi leur présente Kanon, qui porte des oreilles de chien. Shu se rend ensuite chez Inori, qui, avec Sora, organise les détails du spectacle principal du festival. Ailleurs dans l'école,
Yoon infiltre les élèves en uniforme. En chemin, il rencontre Tsugumi portant des cartons remplis de costumes. Tsugumi le bouscule accidentellement, ce qui rend Yoon arrogant. Cependant, Tsugumi le force à porter les cartons en guise de punition et lui offre plus tard une pomme au caramel en récompense. Plus tard, Yoon informe Makoto que la plupart des rebelles sont à l'école et le charge de les surveiller. Enfin, le jour tant attendu du festival étudiant arrive, et Tsugumi fait de son mieux pour qu'Ai s'en profite. Pendant ce temps, un groupe de délinquants, qui commet des vols depuis le début du confinement, manifeste sa colère contre le festival organisé par les étudiants. Deux de ces jeunes hommes arrivent avec un camion banalisé et un mecha, tous deux fournis par Makoto, avec l'intention d'attaquer l'école. Lors d'une dispute entre Asi et Tsugumi, la jeune fille révèle avoir déconnecté Asi du mecha alors qu'elle aidait Gi. Asi l'accuse, affirmant que, sans elle, Gi serait peut-être encore en vie. Après le combat, Tsugumi s'éloigne et laisse Asi seule. À ce moment, Shu apparaît et tente de la réconforter. Cependant, les bandits attaquent le festival, tirant à balles réelles et détruisant tout ce qu'ils trouvent. Shu court pour protéger Asi, mais elle tombe de sa chaise. Malgré cela, Shu l'aide et exprime sa volonté de se battre. Malgré son handicap, elle veut se rendre utile. À cet instant, le pouvoir de Shu s'active et révèle le vide d'Asi, qui se révèle être une paire de jambes robotiques. Grâce à elle, Asi peut voler et possède une force immense. Elle utilise ce nouveau pouvoir pour sauver HR d'une collision avec le fourgon blindé, provoquant une embardée et un accident. Les assaillants sont capturés grâce au robot contrôlé par Tsugumi. Shu utilise ensuite le vide d'Inori, avec l'aide d'Asi, pour détruire le mecha ennemi, parvenant ainsi à vaincre tous les bandits. Une fois la situation calmée, les élèves continuent de profiter du festival, jusqu'au concert tant attendu d'Inori. À ce moment, Asi remercie Shu de lui avoir permis d'affronter le vide, déclarant qu'elle se sent beaucoup mieux. Pendant leur conversation, les communications sont rétablies et une diffusion officielle du gouvernement apparaît sur les écrans. L'annonce est faite par le général Kato, survivant de l'attaque de la tour. Il informe tous les élèves que le gouvernement a approuvé une nouvelle mesure de confinement, la construction de murs géants autour du centre de Tokyo, là où se trouvent les élèves et où le virus s'est d'abord propagé. Après ces événements, tous les élèves sont convoqués à une réunion pour discuter de la gestion de la situation face au nouveau mur isolant le centre-ville. Cependant, la peur s'empare d'eux, provoquant une panique générale. La tension monte lorsque les étudiants commencent à accuser Arisa, qui tente de les calmer en leur assurant que son père les aidera. Cependant, leur confiance en elle a considérablement diminué et ils proposent d'élire un nouveau président du conseil étudiant. Lors de la réunion, les représentants de la direction distribuent des vaccins contre le virus aux étudiants. Yairo remarque qu'Erisa est toujours attaquée sur les réseaux sociaux, et Tsugumi exprime son opinion selon laquelle la présidente ne remplit pas correctement son rôle de leader. Cette déclaration provoque une dispute entre Sta, qui défend Erisa, et Tsugumi. Pendant ce temps, les délinquants qui ont affronté Asi prévoient de se venger, montrant qu'ils ont obtenu une arme à feu qu'ils comptent utiliser si nécessaire. De retour à Tsugumi, elle rencontre Inori pour une discussion. Tsugumi demande à Inori si elle se sent seule parce qu'elle n'a pas de parents, et Inori répond qu'elle ne s'est jamais sentie seule, sauf lorsqu'elle a été séparée de Shu. Inori lui répond, et Tsugumi lui confie qu'elle a toujours grandi seule et qu'elle est habituée à ce sentiment, même si elle admet que les autres membres de la rébellion lui manquent. Après avoir exprimé cela, Tsugumi appelle Shu, qui écoutait la conversation en silence. À ce moment-là, Tsugumi lui donne un appareil trouvé après la confrontation avec les délinquants. Cet appareil est capable de mesurer le niveau de puissance des vides des gens. Les garçons commencent à jouer avec l'appareil, comparant leur niveau de puissance. Shu décide de l'utiliser pour analyser le vide de Tsugumi et explique qu'il n'a jamais utilisé le sien auparavant. Les filles commencent à taquiner Tsugumi, et Shu extrait son vide. Pendant ce temps, Kato rencontre Makoto pour mettre en œuvre son plan visant à éliminer les membres de la rébellion. Il active une nouvelle mesure d'urgence qui réduira quotidiennement la zone de quarantaine, tuant ceux qui se trouvent aux abords grâce à de nouveaux mechas développés par l'armée. Ce plan cruel entraîne la mort de centaines de personnes près du mur, et les mechas progressent progressivement vers le centre, semant la panique parmi les élèves à l'annonce de la nouvelle. De plus, Makoto envoie un message offrant la liberté à quiconque dénoncerait les membres de la rébellion. Face à cette annonce, Shu est profondément inquiet. Cependant, HR le rassure en lui affirmant qu'elle n'hésitera pas à l'aider avec son vide si quelque chose arrive. La jeune fille encourage également Shu à se présenter à la présidence de l'académie, et il commence à se demander si ce serait une bonne idée. À ce moment, Tsugumi, qui s'est remise des événements liés à son vide, se joint à la conversation. Pendant qu'ils discutent, les élèves observent des brutes harceler une jeune fille. Ils découvrent que les membres de la rébellion ont généralement une marque sur le bras, et que les brutes recherchent ces marques parmi les élèves. Cette situation alerte Shu, car Inori et Asi pourraient être en danger. Sans perdre de temps, ils décident de les rechercher et trouvent Inori en train de se défendre contre des garçons qui tentent de la toucher. Au même moment,
Asi est capturé par le groupe de délinquants qui l'avait harcelé auparavant. Tsugumi arrive pour aider Asi, mais est également maîtrisé par les brutes. Le président convoque les élèves à une réunion dans le hall de l'académie pour discuter de la situation. Arisa tente de calmer les élèves, niant les rumeurs concernant les rebelles, mais les brutes arrivent pour confirmer la véracité des rumeurs. Elle présente Asi et Tsugumi comme otages, montrant les marques sur les bras des filles comme preuve. Malgré leur résistance, les délinquants pointent une arme sur Tsugumi. Voyant la situation, Shu décide d'intervenir pour protéger ses amis. Il s'approche et arrête les brutes, et les élèves obéissent devant l'impressionnante puissance de Shu. Il avoue être membre de la rébellion et prévient que quiconque s'en prend à ses amis en paiera le prix. Shu propose alors une solution pour résoudre le conflit. Plus tard, Shu, Asi et Tsugumi sont emmenés au bord du mur et remis à l'armée par l'un des assaillants. Le délinquant exige d'être libéré, mais l'armée s'apprête à abattre Shu, les filles, puis lui. Cependant, tout cela n'était qu'un hologramme transmis par le petit robot de Tsugumi. Shu avait mis son plan à exécution en utilisant le Void de Tsugumi, qui crée des clones holographiques de n'importe qui. Il envoya les clones pour montrer aux élèves que l'armée ne les libérerait pas même s'ils livraient les rebelles. Malgré le succès du plan, l'un des assaillants tente de tirer sur Shu, qui réagit en utilisant le Void d'un autre élève pour se défendre. Shu supplie ses camarades de croire en eux et promet de les protéger grâce à son pouvoir. Inspiré par cette démonstration, Hiro propose que Shu soit le nouveau président des élèves, et les élèves l'acceptent avec enthousiasme. Ainsi, Shu devient le nouveau président de l'école, et Hiro suggère une méthode pour mieux contrôler les élèves, classer chacun selon le niveau de puissance de son Void, en utilisant l'appareil découvert par Tsugumi. Cependant, cette proposition va à l'encontre de la philosophie de Shu, qui souhaite que chacun se sente inclus. Bien que des tests précédents aient permis d'identifier les voix des élèves, l'idée de les classer semble tyrannique à Shu. Il souhaite préserver l'unité des élèves, surtout maintenant que le mur approche de l'école et qu'il a réussi à les calmer. Malgré cela, les ressources et les vaccins sont rares, et Hiro soutient que c'est une raison importante pour instaurer le classement. Selon le plan, les élèves les plus forts et les plus travailleurs seraient prêts à affronter l'armée. Face à cette situation, Shu décide de consulter ses amis sur la marche à suivre, et Inori l'encourage à suivre la décision qu'il estime la meilleure. Pendant ce temps, Ace, Ashihiro et Tsugumi prennent une douche dans les douches de l'école. Ashihiro exprime son inquiétude quant au fait que Shu doive prendre seul une décision aussi importante. Ace souligne que c'est la responsabilité de Shu en tant que président, et Tsugumi taquine Ashihiro en lui disant qu'elle devrait se dépêcher de lui déclarer son amour. Ensuite, Sta s'adresse à Shu pour lui exprimer son mécontentement face au système qu'il souhaite mettre en place. Shu confirme que l'idée ne lui plaît pas non plus, et Sta l'encourage à ne pas accepter le classement des élèves. Après une scène amusante où les garçons partagent leurs opinions, Shu s'adresse au reste du conseil étudiant pour annoncer sa décision. Cependant, il découvre qu'il compte les vaccins contre le virus et conclut qu'il n'y a pas assez de doses pour tous les élèves. À ce moment-là, Hiro fait à nouveau pression sur Shu pour qu'il adopte le système de classement, mais Shu remarque que Suta est parmi les élèves les moins bien classés. Sous la pression de ses camarades, Shu finit par accepter la méthode de classement. En marchant dans les couloirs, il croise Suta et un groupe d'élèves en bas de tableau. Ces derniers demandent à Shu de les laisser utiliser leur vide pour s'entraîner et se rendre utiles à l'école. Ailleurs, Yoon parle à Makoto au téléphone. Makoto l'informe que les élèves sont sur le point de manquer de fournitures et qu'ils s'approcheront bientôt du mur. Ils doivent donc se préparer. Yoon suggère que les élèves sont jeunes et ne représentent pas une grande menace. Cependant, Makoto le réprimande pour ne pas avoir tiré sur les suspects qui s'étaient approchés du mur la veille. Il l'avertit également que s'il persiste à désobéir, une rumeur pourrait se répandre. Après l'appel, Makoto est aperçu en train de jouer aux échecs avec Shibanji. À un autre moment, Shu se cache dans son abri habituel et Ashihiro le retrouve. Shu partage sa tristesse de ne pas pouvoir remplir son rôle de président et répondre aux attentes de tous. Ashihiro le serre dans ses bras pour le réconforter et lui conseille de suivre son cœur. Elle tente de lui avouer son amour, mais elle est interrompue par un appel de canon. Ce dernier l'informe que Sta et un groupe d'élèves ont quitté l'académie avec leur vide et se dirigent vers un hôpital voisin pour se faire vacciner. Shu arrive à l'hôpital pour tenter de les arrêter, et les élèves expliquent qu'ils veulent prouver leur utilité à l'école en apportant des vaccins. Cependant, ils sont attaqués par des hélicoptères militaires, et Shu ordonne aux élèves de se cacher dans les bâtiments. Tout en essayant de distraire l'armée, Ashihiro commence à soigner une jeune fille blessée. Sta demande à Ashihiro de réparer une voiture à proximité pour qu'il puisse s'échapper, mais cela attire l'attention d'un méchant ennemi. Shu se précipite pour sauver Ashihiro, et les deux sont blessés par une explosion. Inori et les autres arrivent à la rescousse, attaquant les hélicoptères tout en esquivant les missiles. Ashihiro, malgré sa grave blessure, utilisa son vide pour soigner Shu avant d'être touché et de perdre son pouvoir. Elle réussit néanmoins à le guérir complètement avant de lui déclarer son amour et de mourir. Lorsque Shu se réveilla et réalisa ce qui s'était passé, il serra son ami dans ses bras, mais vit son corps se transformer en cristal et se désintégrer dans ses bras. Submergé par la tristesse et la colère,
Shu prit l'épée d'Inori et détruisit les méchants un par un. Lorsque les autres découvrirent la mort de Hare, ils tentèrent de calmer Shu, mais il finit par attaquer Suta et le blâma pour la mort de la jeune fille. Hiro intervint pour maîtriser Shu, qui décida qu'il était temps de séparer les faibles des forts. Argo et Ogumo envahirent la zone de quarantaine à bord d'un hélicoptère loué par le père d'Erisa, qui prévoyait de sauver sa fille et de la forcer à épouser un fonctionnaire, levant ainsi la quarantaine. Après l'atterrissage, Argo rencontra un groupe d'élèves de Shu qui volaient des médicaments aux élèves d'une autre école. Reconnaissant le symbole de rébellion sur l'uniforme d'Argo, les élèves l'emmenèrent auprès de Shu, qui agissait désormais comme un tyran et le chef suprême de l'école. Shu avait classé les élèves selon la puissance de leur vide et recruté des élèves d'autres écoles dotées de pouvoirs puissants, créant ainsi un empire au sein de l'école. En arrivant devant Shu, Argo le vit forcer une jeune fille à lui remettre ses vides afin d'être classée. Shu informa Argo qu'il l'emmènerait à un endroit important à ce moment-là, un navire abandonné qui avait coulé lors de la tragédie. Sur ce navire se trouvait du matériel militaire que Shu avait accumulé avec l'aide d'étudiants de rang inférieur. Bien qu'infectés par le virus, ces étudiants étaient récompensés par des vaccins s'ils accomplissaient leurs tâches. Un problème survint alors lorsqu'une des pompes à oxygène alimentant Suta en air, coincée au fond du navire, commença à tomber en panne. Face à cette situation, Shu décida que Suta devait se sauver s'il voulait survivre. Argo, refusant de rester les bras croisés, courut vers une pompe de secours. Shu l'arrêta, affirmant qu'il préparait une évasion de la zone de quarantaine et que toutes les ressources étaient essentielles. Il réprimanda Argo, affirmant que face à la pénurie, la discrimination était inévitable. Il révéla également qu'il ne pouvait pas livrer Erisa, son vide étant essentiel au plan d'évasion. Devant le refus d'Argo, Shu ordonna son arrestation. Suta réussit à quitter le navire par ses propres moyens, et Argo fut enfermé dans une cellule. Un robot contrôlé par Tsugumi apparut pour informer Argo des événements, révélant qu'après la mort de Hare, Shu avait fondé un royaume basé sur les vides et que, par peur, le peuple avait décidé de lui obéir. Pendant ce temps, Yu, apparemment toujours en vie, rassemblait les anneaux qu'il avait préparés pour épouser Mana. Le commandant Kato, qui surveillait les événements à l'académie, informa Makoto et la mère de Shu que tout se déroulait comme prévu. Il mentionna que Shu avait réussi à créer de nombreux vides au sein de l'école. L'ancien président partit à la recherche d'Argo, qui voulait lui parler, mais fut intercepté par un élève qui tenta de la maîtriser, et répondit en menaçant le garçon avec un couteau. Pendant ce temps, Shu resta aux côtés d'Inori, qui tenta de le réconforter. Durant la conversation, Inori se comporta étrangement, comme si elle n'était plus elle-même. L'attention de Shu fut détournée lorsque ses alliés l'informa de l'évasion d'Argo. Tsugumi avait contribué à l'évasion en donnant la clé à Argo et en neutralisant et pour l'empêcher d'alerter les autres. Argo tenta de rejoindre Erisa pour s'enfuir avec elle, mais fut intercepté par Shu. Un combat s'engagea alors, au cours duquel Argo mit facilement Shu au sol. À ce moment, Hiro apparut et menaça Argo avec une arme, mais des rayons tombèrent à cause de l'utilisation d'un vide par Shu. Les rayons frappèrent une jeune fille et Shu, en tentant de la sauver, détruisit son vide, ce qui la fit cristalliser et mourir. Shu comprit que détruire le vide d'une personne entraîne sa mort. Témoin de la scène, Erisa prit la fuite. Shu se disputa avec Hiro, qui avait affirmé que Hare était morte à cause d'une arme génétique, alors qu'en réalité, la cause était la destruction de son vide. Suite à cette révélation, l'idée d'un royaume du vide devint extrêmement dangereuse. Malgré cela, Hiro affirma que s'il n'avait pas pris ces mesures, tout le monde serait mort à l'heure actuelle et qu'il était nécessaire de poursuivre le plan d'évasion. Argo tenta de raisonner Shu, mais il l'attaqua pour extraire son vide. Après cela, l'ancienne présidente tenta de se cacher de Shu et des autres, mais Inori, agissant étrangement, l'intercepta et la frappa avec une lance de cristal. Plus tard, Kato et le professeur réussirent à ranimer quelqu'un qui semblait être Guy. Shu se rendit ensuite à un poste de garde où des élèves ne remplissaient pas correctement leurs fonctions. Voyant la situation, Shu menaça de détruire leur vide, et Hiro le mit en garde contre les conséquences néfastes d'une telle approche. Hiro craignait que les élèves ne commencent à en vouloir à Shu, mais Shu était convaincu que c'était le seul moyen de faire respecter la discipline. Au milieu de tout cela, Inori eut un flashback des événements et réalisa qu'elle perdait le contrôle et agissait contre sa volonté. Arisa, effrayée par ce qu'elle avait vu, reçut un appel dans sa chambre et raconta à son interlocuteur la situation qu'il traversait. Cependant, Arisa fut découverte par un tyran qui l'observait. Pour résoudre la situation, elle flirta avec lui, gagna sa confiance et l'utilisa pour envoyer un message à tous les élèves. Dans ce message, Arisa révélait les conséquences de la destruction des vides, ce qui poussa de nombreux élèves à se retourner contre Shu, le croyant menteur. Pendant ce temps, les grandes puissances mondiales se réunirent pour discuter de la manière de gérer la menace posée par le Japon. Elles conclurent qu'une intervention était nécessaire. Hiro alla trouver Arisa, désignée comme la principale suspecte de la propagation des rumeurs. Au cours de la conversation,
Arisa conseilla à Hiro de ne pas faire confiance aux autres, surtout à Inori, et lui raconta l'agression qu'elle avait subie. Inori partagea avec Shu les détails de l'agression et les changements qu'elle ressentait dans sa personnalité. Shu promit de toujours la protéger, et à ce moment-là, Hiro les rejoignit. Hiro informa Shu de l'attaque d'Inori et insista pour qu'elle soit jugée et punie. Cependant, Shu choisit de la défendre et accusa Hiro de cacher des informations sur les vides. Après l'avoir menacé avec l'épée d'Inori, Shu força Hiro à battre en retraite et le rétrograda au rang le plus bas. Plus tard, Arisa rencontra le tyran, qui semblait recevoir des faveurs intimes en échange d'informations sur le plan d'évasion de la quarantaine. Le garçon révéla les détails de la date, de l'heure et du lieu de l'opération. Arisa comptait utiliser ces informations pour défier l'autorité de Shu. Le jour de l'évasion arriva et les élèves se dirigèrent vers l'un des murs. Cependant, des rumeurs de coup d'État commencèrent à circuler parmi eux. Malgré les préparatifs, Kato continua de surveiller la situation et avait apparemment pris des mesures contre Shu. Shu et son groupe arrivèrent au point convenu, et les méchants militaires se lancèrent à sa poursuite. Shu ordonna l'attaque, avec la coopération apparente d'Erisa. Malgré leurs efforts, les mèches ont tiré sans discernement, tuant plusieurs étudiants et distrayant le groupe. Shu avança grâce au vide d'Inori et vainquit plusieurs mechas. Sa stratégie consistait à atteindre une tour de contrôle contrôlant tous les mechas de la région. Shu affronta plusieurs ennemis et, grâce au vide d'un allié, parvint à atteindre la tour. À l'aide d'une épée, il détruisit le centre de contrôle, désactivant tous les mechas et permettant aux étudiants de s'échapper de la quarantaine. Cette évasion réussie permit au plan de l'ancien président de se déclencher. Tous les étudiants pointèrent leurs armes sur Shu, repoussant Inori pour l'empêcher d'intervenir. Peu après, Sta poussa Shu dans un cratère, l'accusant de les avoir utilisés comme outil. Inori tenta de s'enfuir vers Shu, mais fut transpercé par une épée du vide. À cet instant, plusieurs membres du gouvernement apparurent, révélant que le responsable de tout cela était Gai, ressuscité par les forces militaires et complètement transformé. Gai s'approcha de Shu, qui fut choqué, et d'un seul coup, amputa le bras contenant le pouvoir de la clé. Il prit ensuite ce pouvoir à Shu, qui tomba sous le choc. Plus tard, les autorités mondiales décidèrent d'éliminer le Japon afin d'éradiquer le virus. Elles envoyèrent des avions de chasse bombarder Tokyo avec des armes chimiques. Comprenant la situation, Guy utilisa le pouvoir du roi pour rassembler les vides de tous les étudiants et créa une arme pour neutraliser les ogives. Cependant, cette opération provoqua la destruction de l'arme et la mort de plusieurs étudiants. Malgré les tentatives des et des autres pour communiquer avec Guy, ce dernier n'était plus le même. Guy menaça de les tuer s'ils ne le rejoignaient pas. Face à cela, Hiro refusa de soutenir Guy et décida d'aider Tsugumi et ses compagnons à s'échapper, détruisant les mechas à proximité et affrontant Guy directement. Cependant, Yan fut vaincu par les autres robots, et Erisa, protégeant Guy avec son vide, révéla qu'elle avait fourni les informations sur le lieu de l'attaque des étudiants. Profitant de la diversion causée par Yan, Inori parvint à s'échapper avec Shu. Guy utilisa ensuite son pouvoir pour détruire les flottes gouvernementales et publia une déclaration mondiale menaçant toutes les nations de destruction par les satellites leucocytes si elles attaquaient à nouveau Tokyo. L'armée a ensuite organisé une équipe de recherche pour localiser Inori. La raison était que Yu avait l'intention de l'utiliser à nouveau pour se rapprocher de Mana, notamment pour planifier un mariage avec Guy. Cependant, Inori se cacha pendant qu'elle rassemblait des provisions pour survivre. Plus tard, Haruka avoua avoir collaboré avec l'armée pour libérer son fils du fardeau du pouvoir du roi. Inori retrouva Shu et tenta de le nourrir, mais ce dernier fut profondément bouleversé par ce qui s'était passé. À ce moment-là, le groupe militaire auquel appartenait Erisa les localisa et, alors qu'il s'apprêtait à les attaquer, une limousine arriva avec à son bord des hommes armés qui ouvrirent le feu sur les soldats. Erisa intervint en reconnaissant son propre père dans le véhicule. Le vieil homme sortit de la voiture et réprimanda Erisa pour avoir soutenu Guy, arguant que le garçon dont elle était tombée amoureuse n'existait plus. Il confronta également les militaires, qui expliquèrent que la véritable cible était Inori, et non Shu. En entendant cela, le vieil homme décida d'attaquer les soldats avec son katana, tuant 2 d'entre eux. Il attaque ensuite sa propre fille, persuadé que ses actes déshonorent la famille. Avant de pouvoir la blesser, Erisa tire sur son propre père et le tue. Pendant ce temps, Inori tente de s'échapper lorsqu'elle réalise qu'elle est recherchée, mais elle est encerclée par un groupe de délinquants qui tentent de l'enlever. Face à la situation, Inori perd à nouveau le contrôle et tue ses agresseurs. Elle s'approche alors de Shu et le serre dans ses bras, mais entre à nouveau dans un état second, manifestant un comportement inapproprié. Shu lui ordonne d'arrêter, et Inori retrouve son état normal. À son arrivée, Inori a une vision dans laquelle elle semble voir Mana. À ce moment, il est révélé que Mana manipule le comportement d'Inori. Mana l'informe qu'elle est sur le point de prendre le contrôle total de son corps et que son premier acte sera de tuer Shu. En réalisant cela, Inori décide de s'éloigner de Shu et, avant de partir, l'embrasse avec émotion après l'avoir endormi, pour l'empêcher de tenter de l'arrêter. Elle part ensuite se rendre au groupe militaire d'Erisa, mais avant cela, elle active son mode berserker et affronte les mechas. Durant le combat, Inori réfléchit à ses sentiments sincères pour Shu. Bien qu'elle ait été créée pour abriter Mana,
elle choisit de le protéger au péril de sa vie. Cependant, Ge tire une flèche sur Inori et l'immobilise. À son réveil, Shu réalise qu'Inori a disparu et décide de tout faire pour la ramener. Après les événements turbulents impliquant Ge et Shu, Haruka décide de contrecarrer les plans de Kato, qui inclut l'élimination de Mana. Cependant, en arrivant à l'endroit où Mana aurait dû se trouver, elle découvre qu'elle n'y était jamais. Kato apparaît alors et révèle l'absence de Mana. Il avoue également être responsable de la mort du père de Shu et tire sur Haruka. Plus tard, Erisa patrouille dans la zone avec son escouade lorsqu'elle est surprise par Shu, qui la force à révéler où se trouve Inori. À ce moment, un message commence à être diffusé sur le téléphone portable d'Erisa, informant toute l'armée que la mère de Shu s'est échappée et a volé une mallette de haute sécurité. En réponse, Shu exige qu'Erisa le conduise à sa mère, à la condition qu'Erisa révèle les plans de Ge, en échange de quoi Shu lui révèle où se trouve Inori. Haruka arrive ensuite au manoir du père d'Erisa, désormais sous la garde d'une femme nommée Kirashi, depuis le décès de son père. Kirashi informe Haruka de la mort du vieil homme. Haruka lui raconte son histoire, expliquant comment elle s'est échappée et a tenté de contrecarrer les plans de Kato, notamment la destruction de Mana. Cette révélation surprend Kirashi, qui découvre que Mana est sa fille. Haruka souligne que Shu est donc le frère de Mana. Elle précise également que Shu n'est pas son fils biologique, mais qu'elle a endossé le rôle de belle-mère après avoir épousé son père. Malgré leur lien de parenté, ils ont toujours gardé une certaine distance. Makoto, déterminée à capturer Haruka, la suit et apparaît avec un groupe de personnes, se faisant passer pour des chercheurs de vaccins contre le virus, trompant ainsi le groupe de Kirashi. Cependant, tout cela n'est qu'un piège, et Makoto et ses soldats ouvrent le feu sur tout le monde. Malgré l'embuscade, Omogo parvient à sauver Haruka et la guide pour s'échapper avec Kirashi. Alors qu'il s'échappe, Omogo affronte Makoto et meurt dans l'affrontement. Malgré la tragédie, Haruka et Kirashi survivent et décident de demander de l'aide à un autre groupe. En chemin, Kirashi trouve la mallette volée et interroge Haruka sur son contenu. Haruka révèle que la mallette contient un génome du néant, l'appareil qui confère le pouvoir du roi. Plus tard, après avoir rencontré Ayaz et les autres, Argo l'informe de la mort d'Omogo. Haruka et Ayaz discutent du génome du néant. Haruka explique que l'appareil peut provoquer une réaction allergique et s'autodétruire s'il est utilisé par une personne incompatible. Malgré le risque que Shu ne puisse pas résister à ce pouvoir, Haruka hésite à lui rendre l'appareil, craignant que son fils ne souffre à nouveau. Cependant, la base est attaquée par des méchas contrôlés par Makoto. Shu, en route avec Erisa, saute de la voiture pour aider sa mère. Durant la fuite, Ayaz suggère à Haruka d'utiliser le génome du néant pour arrêter les méchas. Makoto interrompt le processus et révèle son projet de s'emparer du génome, obsédé par son pouvoir. Ayaz tente de récupérer l'appareil, mais Makoto l'en empêche. Après une série d'événements, le génome du néant tombe et Shu, ignorant les avertissements de sa mère, décide de se l'injecter pour regagner le pouvoir du roi. Ce faisant, le bras droit de Shu, amputé plus tôt, se cristallise de veine verte, faisant apparaître son propre vide. Ce nouveau pouvoir permet à Shu d'extraire des vides similaires, de les utiliser à pleine puissance et même d'absorber le virus. Utilisant les vides de ses amis, Shu triomphe des méchas et empêche Makoto de le renverser avec un camion. Finalement, Shu utilise son nouveau pouvoir pour détruire l'âme de Makoto et guérir la maladie de Sta, mettant ainsi fin à la menace du virus une fois pour toutes. Kato rapporte tout ce qui s'est passé à Gai. Cependant, Gai considère que sa priorité actuelle est de contenir le retour de Mana, qui prend progressivement le contrôle du corps d'Inori, désormais emprisonné dans une base militaire. Puis, Gai publie une annonce mondiale, annonçant qu'en raison des tentatives d'attaque constantes dont il est victime, il a décidé d'exterminer l'humanité. Dans cette annonce, il annonce la date de début des attaques. Shu et les autres rebelles commencent à élaborer des stratégies pour arrêter Gai. À ce moment-là, Shibaji rejoint le groupe et explique les plans de Gai, qui consiste à propager le virus apocalyptique sur la planète afin d'éliminer toute vie. Shibaji remet à Shu un journal que lui a offert Guy, qui appartient au père de Shu. Guy a envoyé le journal dans le but de révéler la vérité sur son père. Kato raconte à Guy comment il a rencontré le père de Shu, Kirasu, à l'université. Initialement asocial, Kato a changé de vie lorsqu'il a rencontré Kirasu, un étudiant enthousiaste de ses recherches. Ils développèrent une profonde amitié et, un jour, Kato découvrit que Kirasu était avec la mère biologique de Shu. Lorsqu'elle tomba enceinte, ils se marièrent et s'installèrent à l'endroit où le rocher apocalyptique était tombé. Ce rocher, découvert par Mana, poussa Kato et Kirasu à entreprendre des recherches ensemble. Au cours de ces recherches, Yu apparut devant eux, révélant son intention d'anéantir l'humanité afin de créer un nouveau monde avec Mana. La mère biologique de Shu fut infectée par le virus apocalyptique pendant sa grossesse, et Mana l'a choisie comme compagne pour repeupler le monde. Yu laissa Shu vivre jusqu'à ce que sa mère meure en couche. Lorsque Kirasu apprit les plans de Yu, il tenta de l'en empêcher, mais Yu tenta de convaincre Kato de se joindre à sa cause. Finalement, Kato commença à collaborer avec Yu, menant des expériences sur des enfants afin de trouver le partenaire idéal pour Mana. Gai était l'un de ces enfants, qui réussit à s'échapper et fut retrouvé plus tard par Mana et Shu près de la mer. Ailleurs,
Haruka examine Shu et se remémore son passé avec son père, Kirasu. Haruka avait rejoint le groupe de recherche de Kirasu et, en travaillant à ses côtés, avait développé une certaine admiration pour lui et des sentiments pour lui. Il décida plus tard de se marier, et Haruka informa Kato, le frère aîné de Kirasu, de sa décision, qui désapprouva leur relation. Malgré sa désapprobation, Haruka insista sur le fait qu'elle épouserait Kirasu quoi qu'il arrive. La situation changea radicalement le jour de l'épidémie. Haruka était à l'église avec Mana, attendant Kirasu. Pendant ce temps, Kato infiltra le bureau de Kirasu pour suivre l'avancement des recherches sur le virus. Lors du raid, Kato trouva le journal de Kirasu, qui détaillait la découverte du génome du néant et son utilisation pour stopper le virus. Kirasu arriva peu après une vive dispute, Kato tenta de le convaincre de s'allier à Yu. Lorsque Kirasu refusa de partager ses découvertes, Kato perdit le contrôle, le menaça et, face à son refus, assassina Kirasu et lui vola toutes ses recherches. Dans le présent, Shu termina les tests médicaux. Haruka l'avertit des dangers d'absorber le virus et lui expliqua qu'il était peut-être déjà trop tard pour sauver Inori, car Mana était en elle et finirait par prendre possession de son corps. Malgré les avertissements, Shu refusa d'abandonner et décida de secourir Inori. Haruka le serra dans ses bras en larmes et fut bientôt informé que l'hélicoptère était sur le point de décoller. Avant de partir, Shu tenta de rendre les vides à ses amis, mais Yihiro refusa, affirmant que tout le monde avait décidé qu'il devait les utiliser pour la mission. Après un moment d'émotion avec Sta, Shu se lança dans sa mission pour sauver Inori et arrêter Ge. Informé que les Nations Unies avaient envoyé une armée pour l'attaquer, Ge se prépara à l'affrontement. Shu et les autres se joignirent à l'attaque, et les préparatifs pour vaincre Ge commencèrent. Pendant les préparatifs, Shu rencontra Ai, qui lui demanda de l'aider à monter dans son mecha. Shu l'aida et la complimenta sur son apparence, faisant rougir Ai. Au cours de la conversation, Ai demanda à Shu s'il pouvait affronter Ge s'il en avait l'occasion. Shu lui assura qu'il n'hésiterait pas et s'excusa d'avoir utilisé son vide contre lui. Ai répondit que renoncer à son vide était son choix et qu'elle espérait qu'il en ferait bon usage. L'attaque de la base militaire commença par des hélicoptères lançant des mechas. Ge utilisa les voies d'Erisa et des autres pour former un arc géant qui lança des flèches d'énergie, détruisant une partie de la flotte ennemie. Pendant ce temps, Shu et son groupe parvinrent à infiltrer la base. Sugumi utilisa un programme de piratage développé par Haruka pour désactiver les systèmes ennemis, permettant aux vaisseaux de l'armée de rejoindre le combat. Shu avança avec le Void de Stae, après s'être séparé du groupe, parti seul sauver Inori. Ge, utilisant les voies d'Erisa et des autres, cristallisa Inori pour que Mana puisse émerger. Avant de perdre connaissance, Inori remercia Shu de l'avoir sauvé et se dit heureuse de l'avoir rencontré. Ge ne comprenait pas le lien entre Shu et Inori, mais Inori expliqua que Shu lui avait montré la beauté et la tristesse du monde, malgré toute la douleur et les échecs qu'elle avait vécus. Bien qu'étant le réceptacle de Mana, Inori tomba amoureuse de Shu. Alors que l'équipe de Shu se précipitait pour rattraper Inori, l'armée reprit le contrôle de la base. Inori fut complètement absorbée par le cristal tandis qu'elle chantait sa chanson habituelle à Shu, qui entendit sa voix et la localisa. Il lui apparut et confronta Shu, lui révélant qu'il était un envoyé extraterrestre chargé de créer un nouveau monde. Il proposa à Shu de rejoindre Mana pour former une nouvelle race, mais Shu refusa. Yu décida de l'anéantir et utilisa le pouvoir du génome pour l'attaquer avec les vides de ses subordonnés. Shu se défendit en esquivant les attaques et en contre-attaquant avec le vide de Yeihiro. Pendant ce temps, les autres tentèrent d'avancer pour aider Shu, mais Yan les en empêcha. Shu continua d'affronter Yu, qui le réprimanda pour avoir rejeté Mana. Shu parvint à vaincre Yu, mais lorsqu'il rejoignit Ge et Inori, il réalisa qu'il était trop tard. Ge avait terminé le processus de cristallisation et Mana était revenu, déclenchant l'apocalypse. Ailleurs, le groupe rebelle continua d'essayer d'atteindre Shu. Ai affronta Yun et son mecha modifié, tandis que Tsugumi tentait de reprendre le contrôle de la base, constamment entravé par Kenji, désormais allié à l'armée. Mana, à son réveil, courut vers Shu et commença à mépriser Inori, se disant soulagé d'être libéré de ce qu'elle considérait comme un monstre. Shu, furieux d'entendre cela, repoussa Mana, affirmant qu'Inori n'était pas un monstre. Furieux de ce rejet, Mana s'apprêta à l'attaquer. Mais Ge intervint, interrompit Mana et annonça qu'il s'occuperait lui-même de Shu. Ge utilisa son génome pour extraire le vide de Mana et modifier son environnement. Mana menaça Shu, l'avertissant qu'il paierait cher son rejet. Elle initia alors un rituel qui désactiva les mechas et répandit le virus apocalyptique à travers le monde. Des milliers de personnes se transformèrent en cristaux et moururent, tandis que Ge proclamait la véritable fin de l'humanité. Ge attaqua alors Shu avec son épée, et Shu riposta avec sa propre puissance. Pendant ce temps, Ai et les autres furent brutalement attaqués par Yan. Argo utilisa une mitrailleuse pour permettre à Ai de s'échapper, mais le mecha de Yan, alimenté par l'énergie du vide, commença à être infecté par le virus apocalyptique. Shu continua de combattre Ge, essayant de le faire changer d'avis. Ge, transformé et plein de ressentiment, reprocha à Shu de rejeter Mana. Ge blessa Shu avec son épée, tandis qu'ailleurs, Haruka affrontait Kato, arme au poing. De retour au combat, Ge s'apprêtait à tuer Shu,
qui envisageait d'abandonner. Mais la voix d'Inori résonna à travers une rose de cristal laissée derrière elle avant sa mort. Inori encouragea Shu à poursuivre le combat et lui dit qu'elle croyait en lui. La fleur d'Inori se connecta à Shu, stoppant l'attaque de Mana et neutralisant le mecha de Yan. Shibanji affronta et tua Kenji, permettant à Tsugumi de reprendre le contrôle. Shu invoqua l'épée d'Inori, libérant toute sa puissance, tandis Kai et Tsugumi parvinrent à détruire le mecha de Yan. Shu chargea son épée avec sa force combinée et celle d'Inori, portant le coup final à Gai. Shu fut transporté dans le vide, où il rencontra le véritable Gai. Gai lui avoua avoir toujours aimé Mana et demanda à Shu de sauver Inori et de libérer Mana du contrôle de Yu en lui donnant le génome du vide. À son retour, Shu retrouva Inori, qui avait réussi à contenir Mana. Cependant, Inori fut gravement touché par le virus apocalyptique. Shu prit sa décision et, en fusionnant les deux génomes, absorba le virus des habitants et supprima tous les vides existants. Le bâtiment commença à s'effondrer, forçant ses compagnons à fuir. Shu continua d'absorber le virus jusqu'à se transformer en cristal à côté d'Inori. Contre toute attente, Shu eut une vision dans laquelle Inori lui tendit un fil rouge, brisant son cristal et le libérant. Cependant, ce geste fit disparaître Inori, et le bâtiment s'effondra, emportant apparemment Shu avec lui. Pendant ce temps, ses amis regrettaient de ne pas avoir pu l'aider. L'histoire se poursuit 5 ans plus tard, alors que les amis de Shu se réunissaient pour dîner. Étonnamment, Shu apparaît, apparemment vivant mais aveugle. Il s'assoit sur un banc et écoute la chanson qu'Inori chantait, mettant fin à l'histoire de Guilty Crown. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. Et à bientôt pour la prochaine vidéo avec une autre histoire complète.